lois de l'histoire. Le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit, présenté par Paul Chaudron-Madère. Château-Thierry, dans l'Aisne, n'est pas seulement la ville de naissance du célèbre Jean de La Fontaine. C'est aussi la ville de résidence, certes forcée, du sulfureux Hakim Karki. Ce nom ne vous dit peut-être rien, sauf si vous nous écoutez depuis l'île de Mayotte, là où naguère a officié ce juge d'instruction. Je parle au passé car il vient d'être révoqué de la magistrature par le CSM le 16 octobre dernier, alors qu'il purge une peine de 10 ans de prison à Château-Thierry donc, et qu'il est interdit d'exercice de la magistrature depuis 2014. Pourquoi ? Pour des actes, je cite, contraires à l'honneur et à la dignité qui incombent à tout magistrat. Parmi les actes visés par le CSM, il y a d'abord un viol. En juillet 2014, Hakim Karki dîne avec 2 femmes dans un restaurant de Mamoudzou. Il raccompagne l'une d'elles à son domicile, où ils ont des relations sexuelles consenties selon lui, mais pas selon l'enseignante, qui porte plainte avec succès contre notre juge. Mais l'acte de saisine du CSM évoque également une série de fautes professionnelles commises pendant plusieurs années à l'encontre de ses collègues, du siège et du parquet, mais aussi des forces de l'ordre, du greffe ou encore des justiciables, victimes de menaces, d'insultes, de mépris ou des faveurs accordées par le juge à de puissants amis locaux. Pour Hakim Karki, ces accusations ne sont rien d'autre que les éléments d'un vaste complot, exécuté par la jeune enseignante précitée qu'il dit proche des services secrets français, et qu'il aurait donc fait tomber dans un pot de miel, comme on dit dans le milieu du renseignement, un complot ourdi en coulisses par des cimentiers pollueurs et des gendarmes tueurs qu'il aurait eu le tort de mettre en examen, et un complot couvert par ses collègues magistrats, membres selon lui d'une justice corrompue et colonialiste, décidée à le faire taire une bonne fois pour toutes. Cette thèse du complot est soutenue par une partie de la population locale de Mayotte, attachée à son chevalier blanc, mais pas par la justice, qui l'a condamné à plusieurs reprises, lui, ce personnage certes hors norme, mais qui n'est pas au-dessus des lois. Cette affaire nous rappelle donc que le juge d'instruction n'est pas un être omnipotent, isolé, intouchable, comme le voudrait la légende, et il ne l'a d'ailleurs jamais été, comme le montre la thèse de Blandine Caron, intitulée « Le juge d'instruction à l'œuvre, 1808-1958 ». Bonjour Blandine. Bonjour. Blandine, vous avez soutenu votre thèse le 15 septembre 2023 à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, où vous avez auparavant étudié, vous avez enseigné l'histoire du droit, vous avez également enseigné à l'Université de Créteil pendant votre doctorat, et vous travaillez aujourd'hui au ministère de la Justice, en tant que rédactrice qualifiée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je travaille à la direction des services judiciaires et plus particulièrement au bureau du pilotage des frais de justice. Et vous devez rédiger des notes, c'est ça ? Voilà, nous rédigeons des réponses, des notes sur les frais de justice. Ce travail vous permet donc de garder un lien avec la justice, un univers sur lequel vous avez fait votre thèse. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous raconter les origines de votre thèse ? Oui, alors quand j'étais en Master 2, je m'étais déjà intéressée à l'histoire de la procédure pénale, mais plutôt sur le volet de la poursuite de l'action publique. Et lorsque nous avons réfléchi à un sujet de recherche, mon directeur de recherche, Laurent Pfister, m'a proposé de travailler sur le juge d'instruction. Et cette idée m'a tout de suite plu parce qu'elle permettait à la fois de travailler sur la procédure, donc du droit assez technique, mais aussi sur les hommes. C'est une institution, vous parlez des hommes, dont on connaît certains visages. Il y a des figures médiatiques au XXe siècle, pour le meilleur ou pour le pire, Eva Joly, Renaud van Ruynbeck, Fabrice Burgot. Quid au XIXe et au début du XXe siècle, l'époque que vous avez étudiée, est-ce qu'il y a eu 1 ou 2 juges un peu célèbres en leur temps ? Absolument. Oui, je pense par exemple au juge d'instruction Adolphe Guillot. Adolphe Guillot est né en 1836 et mort en 1906. Il a d'abord exercé au parquet à partir de 1864 et il est resté au parquet pendant 10 ans. Il a ensuite été nommé à Paris et a été chargé de l'instruction en 1874. Et cette fonction, il l'a exercée jusqu'à sa retraite pendant 26 ans. Donc il a vraiment fait une carrière à l'instruction. Et Adolphe Guillot a été chargé d'affaires retentissantes et
par exemple, de l'affaire Pranzini, qui est une affaire de meurtre qui a passionné le public. Et justement, à cette époque, la presse est de plus en plus présente et le nom d'Adolphe Guillot paraît donc dans les journaux. Adolphe Guillot a en plus réalisé des écrits qui sont importants et il s'est notamment intéressé à la réforme de l'instruction criminelle qui était dans les papiers à la fin du XIXe siècle et donc a donné ses avis sur les réformes possibles de l'instruction. Il s'est également intéressé aux prisons et il s'est intéressé à l'enfance délinquante. L'idée était de bien montrer que c'était un contentieux spécifique et donc il fallait aussi protéger ces mineurs délinquants. Donc un homme célèbre déjà en son temps et qui a plusieurs facettes, à la fois de doctrine pourrait-on dire et de juge voire de procureur. Exactement. Et derrière cette figure et derrière les autres figures de juges d'instruction sans doute moins célèbres de l'époque, il y avait une mission commune, instruire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous pourriez définir, illustrer concrètement cette notion d'instruction ? L'instruction, c'est un rôle particulier dans la procédure. En 1808, l'idée est que toutes les infractions doivent être constatées rapidement, et ça c'est le rôle des OPJ. Elles doivent être recherchées, poursuivies, et ça c'est le rôle du parquet, et elles doivent être instruites, c'est-à-dire que les éléments du dossier doivent être réunis par le juge d'instruction. Le juge d'instruction ainsi est un maillon d'une chaîne procédurale qui va de la police vers la justice. Et sa place au juge d'instruction est centrale, mais il n'est ni le premier maillon ni le dernier. Et un des grands principes du juge d'instruction, c'est qu'il instruit à charge et à décharge. Donc il se place en arbitre, il a une place de l'entre-deux. Et là, vous avez dit que le juge d'instruction n'était pas le dernier maillon de la chaîne. Ça veut donc dire qu'il ne juge pas, c'est ça ? Il juge jamais ? Alors, actuellement, le principe qui est posé par le Code de procédure pénale, c'est que le juge d'instruction ne juge pas les affaires qu'il a instruites. Et ce principe, il est justifié par les principes d'impartialité et d'indépendance. Dans le Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction, effectivement, n'a pas le droit de juger aux assises les affaires qu'il a instruites. En revanche, le Code est muet sur sa participation aux affaires correctionnelles. Donc les affaires qui sont moins graves, que le juge aurait pu lui-même diriger vers la correctionnelle et qu'il pourrait juger après, c'est ça ? En tout cas, c'était le cas au 19e. Exactement. Et donc le juge peut donc juger en correctionnel. Les juristes s'inscrivent régulièrement en faux contre cette possibilité qui est offerte au juge d'instruction de juger l'affaire qu'il a lui-même instruite. La chancellerie même reconnaît que ce n'est pas une solution idéale. Par exemple, un garde des Sceaux en 1842 propose que le juge d'instruction ne soit plutôt pas rattaché au tribunal correctionnel, mais en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas faire autrement et que l'organisation des tribunaux impose que le juge d'instruction participe à ces formations de jugement. Concrètement, parce qu'il n'y a pas assez de monde, en fait. Oui. Néanmoins, c'est une exception. Normalement, en principe, le juge d'instruction instruit, c'est ce qui le distingue des autres. Encore que, j'ai cru comprendre dans votre thèse que son travail ressemblait pas mal à l'enquête menée par la police, sous la responsabilité du procureur, et que cette enquête de police qu'on connaît, qu'on voit dans les séries, elle s'est développée, elle s'est autonomisée justement au 19e siècle et au 20e, l'époque que vous étudiez. En quoi il y a eu cette autonomisation, ce développement, et pourquoi ? Alors d'abord, je précise que quand même pour le jugement des affaires en tribunal correctionnel, c'en est fini en 1897. Alors pour les enquêtes de police, effectivement, au 19e siècle, la police ne doit pas instruire, sauf dans les cas de flagrant délit ou de réquisition du chef de maison. La police, ce qu'elle fait, c'est qu'elle constate et elle avertit le parquet. Et malgré la lettre du code, les enquêtes de police, qui sont nommées enquêtes officieuses, prennent une place considérable, usuelle même dans la procédure. Et en réalité, c'est le parquet qui va encourager ces pratiques-là, parce que le parquet est pragmatique. Il faut une action immédiate, une action proche.
Et finalement, à la fin du XIXe siècle, une grande partie des juristes est ralliée à l'idée que ces enquêtes sont nécessaires. Et elles vont changer de nom, non? On les appelait officieuses, terme un peu péjoratif, un peu caché. Elles vont devenir enquêtes... Enquête préliminaire. Alors effectivement, c'est avec le Code de procédure pénale de 1958 que ces enquêtes prennent le nom de l'enquête préliminaire. Et donc, il y a des enquêtes par les policiers qui ressemblent à celles du juge d'instruction, mais il y a quand même des différences qui ont été maintenues? Oui, alors la différence majeure, c'est que ces enquêtes ne sont pas prévues. Donc leur légalité, elle est débattue. Les juristes se demandent, est-ce qu'elles sont extra-légales, est-ce qu'elles ne sont pas légales? Et finalement, effectivement, ces enquêtes de police, la police met en œuvre des moyens similaires au juge d'instruction. La différence réside dans l'absence de pouvoir de contrainte. Oui, sauf que les policiers ne le disent pas toujours, comme ça le suspect n'est pas au courant. Et j'ai vu d'ailleurs que le juge d'instruction avait été pendant une époque qualifié d'OPJ. Oui, absolument. Il a une qualité d'officier de police judiciaire sous le code d'instruction. Ce qui réduit encore leur différence. Et donc il y avait on vient de le voir, une proximité entre l'enquête officieuse et l'instruction. Est-ce que ça n'a pas, à certaines époques, poussé certains jurys, certains réformateurs à dire on va supprimer ce juge d'instruction qui en fait doublon avec le procureur et la police? Ou est-ce qu'on a eu des projets comme ça? Oui, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, des juristes se disent qu'il faut repenser la mission du juge d'instruction et qu'il serait bon de le pousser vers sa fonction de juge, de juge, et réserver l'enquête aux officiers de police judiciaire et au parquet. Et donc ça s'est notamment vu dans un projet qui a été porté par Donne-Dieu de Vabre en 1949. Donc le parquet et les OPJ auraient fait les instructions et le juge de l'instruction... Il aurait changé de nom donc. Exactement, et il aurait été un organe de contrôle de l'instruction. Donc l'idée était de substituer au principe de séparation des fonctions, celle des fonctions d'inquisiteur et de juge. Et puis beaucoup plus récemment, il y a eu le projet Delmas-Marty et le rapport Léger après en 2009 qui faisait suite aux vœux du président Nicolas Sarkozy. Et donc ces rapports ont contribué à la multiplication des études et des prises de position sur ce juge. Mais qui demeure, et il demeure notamment dans le cadre chronologique que vous avez posé, 1808-1958. Pourquoi ces bornes précises? Que signifient-elles? Alors ce sont des dates de codification. Donc cette étude, elle va d'un code à l'autre, du code d'instruction criminelle au code de procédure pénale. Et donc 1808, c'est le moment où le juge d'instruction apparaît en tant que tel, nommé comme tel. Enfin, il ne faut pas oublier les apports de l'ancien droit et de la science du droit. Ce n'est pas une création ex nihilo en 1808. Et il faut aussi prendre en compte évidemment le droit d'après 1789, bien qu'il agisse régulièrement comme repoussoir pour la phase d'instruction. Mais 1808 constitue l'acte de naissance du juge d'instruction. Et entre 1808 et 1958, est-ce que vous avez repéré une grosse rupture ou deux, un gros moment où on peut dire, même si vous avez, on le verra, plutôt adopté un plan thématique, il y aurait eu quand même un moment tournant ou pas dans l'histoire de ce juge d'instruction? Alors, ce travail s'intéressait aux réflexions notamment autour du point d'équilibre procédural que le juge doit non seulement incarner, mais dans lequel il se place. Et de 1808 à 1958, ce point d'équilibre n'a pas varié de manière linéaire suivant les différents aspects de l'activité du juge d'instruction. Cependant, il y a bien des temps forts qui rythment cette étude. Les lois du Second Empire, les réflexions du XIXe siècle, de la fin du XIXe siècle, la loi Constant, qui est très célèbre, et les lois des années 1930 constituent des temps forts. Cette période et ce thème dont nous avons parlé, est-ce que vous êtes la première à l'avoir étudié ou est-ce qu'il y a eu d'autres historiens, soit des lettres, soit du droit, qui l'ont fait avant vous? Et donc quand vous avez commencé votre thèse, quelle était la cartographie, l'état de l'art?
Alors jusqu'au début du XXIe siècle, les travaux étaient assez dispersés. Il y avait des travaux sur des aspects spécifiques ou locaux. Et dans les années 2010, des travaux autour de la commémoration du bicentenaire du code du bicentenaire du code d'instruction criminelle et du code pénal se sont intéressés à l'instruction. Et mieux encore, 2 ouvrages collectifs exclusivement consacrés au juge d'instruction et son histoire ont été publiés. Le premier en 2010 des professeurs Claire et Farcy et le deuxième en 2018 par le professeur Blo-Macanian et Caïman. Donc, qui traitent des défis contemporains, des pratiques notamment de l'ancien droit et qui ouvrent la focale sur les droits étrangers. Et vous, par rapport à cet environnement scientifique, quel est l'apport, la spécificité de votre travail ? Alors, ces travaux qui ont posé les assises de l'histoire du juge d'instruction ont ouvert la voie à de nouvelles études et elles laissaient la place à une recherche plus globale sur l'histoire du juge d'instruction à l'œuvre au XIXe siècle. Et l'idée était de mobiliser différentes sources du droit pour avoir une vision du juge d'instruction à l'œuvre sous l'empire du code d'instruction criminelle. Pour présenter, comme l'indique votre thèse, ce juge d'instruction à l'œuvre, c'est-à-dire dans son travail quotidien, vous avez adopté un plan thématique en 3 parties. La première se concentre sur le cadre institutionnel et fonctionnel dans lequel travaille le juge. Vous y mesurez à la fois son indépendance et sa spécificité, ce qu'il est, ce qu'il fait. Pour accomplir sa mission, le juge a besoin de moyens que vous avez déclinés dans les 2 autres parties de votre thèse. Les premiers sont des moyens d'investigation qui visent à rechercher la vérité en rassemblant des informations et des indices matériels, en interrogeant, vous l'avez dit tout à l'heure, le suspect et les témoins, en s'appuyant sur la police et les experts. Quant au second, analysé dans la 3e partie de votre thèse, il s'agit de moyens de coercition qui frappent plus spécifiquement l'inculpé, qui peut être incarcéré pendant l'instruction, on le verra, et qui ensuite et in fine doit être ou bien jugé ou bien relâché. Des mesures qui sont prises évidemment par le juge d'instruction, mais qui font intervenir aussi d'autres juridictions de contrôle, qui vont contrôler l'opportunité et ou la légalité des décisions du juge qui peuvent être annulées. Voilà les éléments dont nous allons parler après une courte pause musicale. On l'a dit, le juge d'instruction doit travailler de manière impartiale, et à la différence du procureur, il n'est pas contre le suspect, vous l'avez dit, il doit travailler à charge et à décharge. Pour cela, il doit être indépendant, comme nous le verrons dans un premier temps, et puis il doit également, pour atteindre la vérité, disposer d'un certain nombre de pouvoirs, compensés par des devoirs qu'on oublie, mais qu'on va présenter dans un second temps. Commençons par l'indépendance du juge, une indépendance à la fois statutaire et fonctionnelle. Aujourd'hui, pour devenir juge d'instruction, il faut avoir réussi des études de droit jusqu'au niveau master, réussir le concours de l'ENM normalement, et puis à la fin de l'école, on choisit son poste selon son classement. On peut donc dire qu'on devient juge après des études assez longues, assez difficiles. Depuis quand c'est comme ça et quelles étaient les exigences scolaires avant ? En 1810, la loi d'organisation judiciaire impose plusieurs conditions pour devenir juge. Il faut avoir 25 ans, être licencié en droit, avoir suivi le barreau pendant 2 ans et prêter serment. Mais au XIXe siècle, la chancellerie nomme les juges d'instruction et elle le fait sur les recommandations officieuses de notables et de parlementaires. Il y a des propositions d'autres modèles, comme par exemple la cooptation ou l'élection pour entrer dans la magistrature, mais ces modèles ne convainquent pas. Et c'est la mise en place du concours, l'idée de la mise en place du concours qui traverse le XIXe siècle. Les avantages présentés sont le fait de s'assurer des capacités juridiques de l'aspirant, de contenir le pouvoir du garde des Sceaux aussi et des influences. Et finalement, en 1808, un examen d'entrée est instauré et se substitue aux seules recommandations pour l'entrée dans la magistrature. Donc en gros, au 19e, il fallait faire une licence de droit, donc Bac+3, et avoir un bon réseau pour après trouver un job dans un tribunal. Et il y avait une intervention du chancelier, du pouvoir
politique du ministre de la Justice. Est-ce que ça veut dire que concrètement, au 19e, on avait statistiquement surtout des juges d'instruction dociles, serviles, ou au contraire, ça n'avait pas vraiment d'influence ? Alors, non seulement il faut devenir juge, mais il faut devenir juge d'instruction. Et donc, effectivement, il faut avoir poussé la porte de la magistrature. Et puis, il faut être distingué en tant que juge d'instruction. Et là encore, Montrer pas de blanche. Cela passe par des recommandations, oui, tout à fait. Et là, je crois que c'est le président du tribunal qui va intervenir aussi. C'est pas que le chancelier pour choisir le poste dans le tribunal. Alors, effectivement, il y a des recommandations du parquet et du président du tribunal lorsqu'il y a un aspirant pour un poste. Mais docile, ce n'est pas si sûr. D'Aubersa, quand il présente la désignation par l'empereur à la fonction de juge d'instruction, il montre que cette présentation est une manière de rendre la fonction attractive. Pourquoi ? Parce que c'est une fonction qui est pénible, mais il attire le regard du prince. Et donc, c'est une manière de voir cette fonction plutôt comme une faveur que comme une charge. Et d'autres instruments montrent ce côté qui est plus favorable, et notamment les juges d'instruction, à partir de 1822, reçoivent un supplément de traitement par rapport aux autres juges. Oui, donc de l'extérieur, on peut se dire ils sont nommés par des pouvoirs autoritaires. En réalité, non, on veut favoriser leur nomination auprès du pouvoir central parce que c'est un type de travail qui n'attire pas, a priori. Alors, ça n'attire pas tout le monde. Certains sont très attirés par cette fonction tout de même. Mais on voit aussi dans des dossiers de carrière des juges qui ont vocation à devenir juges d'instruction, qui n'en veulent pas nécessairement, mais qui acceptent de l'exercer par dévouement ou contre des promesses. Et alors, puisque la docilité n'est donc pas une qualité, heureusement, trop attendue, est-ce qu'il y a d'autres qualités compétences dans tel ou tel domaine du droit, je ne sais pas, rapidité du travail, qui était attendue des juges ? Oui, au XIXe siècle, les juges sont des notables locaux et qui n'avancent pas à tout prix. Et le caractère local est notamment examiné. Ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient, et notamment en termes d'indépendance. Et puis tous les aspects de la vie privée et de la vie professionnelle du magistrat sont évalués. Et par exemple, la vie privée est scrutée, la fortune, le mariage. Et j'ai vu dans les dossiers un ancien juge d'instruction qui demande sa réintégration dans la magistrature et qui se la voit refuser au regard de son second mariage avec une personne dont le langage et l'éducation ne seraient pas en rapport avec son époux. Et puis, il y a d'autres qualités, puisque cette fonction est une fonction qui est réputée pénible. Il est attendu que le magistrat soit suffisamment énergique, et cela, ça se comprend notamment au regard d'un acte particulier d'instruction, qui est le transport judiciaire. C'est-à-dire le fait d'aller sur le lieu du crime. Exactement. Il faut savoir marcher, et apparemment à l'époque, il y en a qui étaient trop vieux pour aller dans les montagnes, donc on préférait appeler des petits jeunes. On a donc un pouvoir politique qui nomme des gens dont les qualités sont nombreuses. Ce pouvoir politique, est-ce qu'il peut renvoyer ce juge d'instruction ? Est-ce qu'il est inamovible ? Il y a deux facettes à l'inamovibilité ou à l'amovibilité du juge d'instruction. Il y a l'inamovibilité de la fonction de juge et l'inamovibilité de la fonction d'instruction. Et la fonction de juge d'instruction, elle est conçue en 1808 comme une fonction temporaire. Et ça, c'est un héritage d'après 1789. C'est 3 ans, je crois, la durée du mandat. Oui, exactement. Et dans les travaux de rédaction du Code d'instruction criminelle, ce caractère temporaire est présenté comme bénéfique pour le juge d'instruction, puisque c'est une fonction difficile. Cela devrait permettre d'encourager les candidatures. Mais ce délai
il peut être à la fois dépassé, on a vu des juges d'instruction faire carrière à l'instruction, et il peut aussi être écourté, on peut faire un passage éclair par la fonction d'instruction. Parce que ça veut dire que concrètement, tant que, même si le délai de 3 ans est passé, tant qu'il n'y a pas eu un acte du ministre qui les envoie ailleurs, ils restent en poste. Oui. Et le juge lui-même, et non plus donc sa fonction, mais en tant que juge, il y avait une remise en cause de l'inamovibilité ou elle était assez respectée Alors le principe de l'inamovibilité est consacré. Dans les différents régimes que l'on observe sous l'application du Code d'instruction criminelle. Et l'objet de cette inamovibilité, c'est de protéger le magistrat contre les interventions politiques, garantir son indépendance. Le problème, c'est que cette inamovibilité est mise à mal au moment des changements de régime politique. Et donc c'est pour ça que cela a fait dire que finalement l'histoire de l'inamovibilité était une histoire de ces entorses où on a parlé aussi d'une inamovibilité pour un régime. Oui, et puis dès qu'on change de régime, on nettoie tout ça, on met des hommes fidèles et puis on recommence. S'il y a épuration, s'il y a mutation, ça veut donc dire qu'il y a information sur ce que sont, sur ce que pensent, sur ce que font les juges d'instruction. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait des petites fiches de renseignement qui étaient faites par le parquet. Alors, en quoi ça consiste ? Oui, alors il y a plusieurs types de notices qui concernent les juges d'instruction ou leur travail. Il y a d'abord des notices individuelles qui sont dans les dossiers de carrière des magistrats. Donc ces notices sont secrètes, donc le ton est assez libre, ce qui ne veut pas dire que ce soit nécessairement complètement conforme à la réalité. Et par exemple, au milieu du XXe siècle, il y a un magistrat qui compare l'évaluation à un éloge funèbre, disant que finalement les défauts seraient passés sous silence. Et effectivement, c'est assez difficile de distinguer l'honnêteté de l'évaluateur, ses sous-entendus et de comprendre ses silences. Donc le juge d'instruction est noté dans ses notices individuelles par le parquet, mais également par le président, et puis après les notes. Et ça sert au moment des promotions de voir ce qu'il vaut. Il ne bénéficie donc pas d'une indépendance totale, le juge d'instruction, dans son statut, mais dans son action. Alors, au niveau du fonctionnel, pour voir s'il est indépendant, il faut d'abord se demander s'il a besoin de l'être. Autrement dit, est-ce qu'il travaille sur des affaires sensibles, ou est-ce que le juge d'instruction travaille sur tous les crimes en général ? Quel est son champ de compétences ? Alors, la saisine du juge d'instruction dépend de la qualification du fait. Et donc, il y a une qualification tripartite des infractions qui impose un régime procédural distinct. Donc, en matière contraventionnelle, le parquet peut choisir entre la citation directe ou le recours au juge d'instruction. Et en matière criminelle, au contraire, il est obligé de passer par le juge d'instruction. Donc, c'est sur le choix du recours à la citation directe ou au juge d'instruction que vont agir la chancellerie et les parquets, parfois pour dévier le contentieux normalement dévolu au juge d'instruction. Mais donc il n'y a pas de critères matériels dans la loi qui diraient les infractions de terrorisme, d'atteinte aux bonnes mœurs, de je ne sais quoi, seront forcément au juge d'instruction. C'est correctionnel et criminel. Dans ces conditions, celui qui attribue les affaires au juge d'instruction, donc c'est concrètement un tiers, ou c'est le juge qui va s'autosaisir dans le tribunal en disant ça m'intéresse, j'ai envie de faire ce crime-là, mais pas celui-là, j'ai pas le temps. Alors c'est une question qui se pose essentiellement dans les grands tribunaux et particulièrement à Paris, donc où il y a plusieurs juges d'instruction. Et initialement, il n'y a pas de règle. Et donc des pratiques différentes sont observées. Il peut y avoir une désignation par le président, un roulement, un découpage par ressort. Et finalement, en 1856, la chancellerie souhaite uniformiser les pratiques et demande au parquet de distribuer les affaires. Et pour la chancellerie, en fait, cela découle de son droit de réquisition, et puis c'est avantageux en termes d'efficacité et de célérité. Vous parlez de réquisition, c'est quand le parquet lance comme ça le travail, il le saisit, le juge d'instruction, et donc c'est logique qu'il choisisse l'affaire. On a un parquet donc qui participe à la nomination, qui participe à la notation, qui attribue les affaires. Est-ce qu'il peut aussi, le parquet, retirer des dossiers à un juge d'instruction qui ne travaillerait pas comme il le souhaite ?
Alors en principe, le juge d'instruction mène à bien son instruction. Et il est toutefois arrivé que le procureur, le parquet, et particulièrement à Paris, via la procédure de remplacement du juge d'instruction, soit accusé de retirer un dossier pour le placer dans les mains d'un autre juge d'instruction. Et ça, c'est vraiment une question qui s'est posée donc à Paris, Grand Tribunal. Parce que normalement, remplacement, c'est quand je suppose, a priori, un juge est malade, un juge a un problème, et il ne peut plus faire son travail, le parquet doit le remplacer pour le bon fonctionnement de la justice. Mais là, ce que vous dites, c'est qu'il y a eu des détournements en quelque sorte, et que le parquet l'aurait fait parce qu'il ne voulait plus, et pas parce que le juge ne pouvait plus. Oui, alors il y a une affaire qui est assez connue au XIXe siècle et rapportée par les magistrats. C'est l'affaire Delahaye. Donc le parquet de la Seine avait saisi le juge d'instruction Delahaye d'une affaire et il y a un dissensus entre le parquet et le juge d'instruction. Le parquet veut prendre une réquisition de non-lieu. Le juge d'instruction veut renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement. Le juge d'instruction communique l'affaire au parquet pour recevoir ses réquisitions définitives et puis le parquet retient l'affaire, retient le dossier. Le juge d'instruction prend son congé et puis il est remplacé et alors le dossier réapparaît et le parquet demande le non-lieu. Le juge qui est en charge à ce moment-là de l'affaire pendant les vacances de Delahaye reprend le dossier et rend effectivement une ordonnance de non-lieu. Et cette procédure, elle a vraiment outré le magistrat Delahaye qui a adressé sa démission à la chancellerie. Et c'est une affaire qui est très connue, qui a été rapportée notamment par le magistrat Adolphe Guillot dont nous parlions plus tôt. Et c'est quelque chose qui ne doit sans doute pas arriver très fréquemment, mais bon, c'est... Voilà. Donc ils ont profité de ces vacances pour, comme par hasard, ressortir du tiroir l'affaire, et heureusement, il y avait un juge plus docile qui était là. Le procureur peut donc retirer, donner une affaire, même si le retrait c'est assez plus rare, et entre ces deux moments, le procureur, le parquet peuvent intervenir pour bloquer, pour orienter, pour mettre la pression sur le juge d'instruction, ou ils travaillent vraiment en parallèle? Alors littéralement, avant chacun des actes du juge d'instruction, sauf les mandats de dépôt et d'amener, le juge d'instruction est supposé communiquer la procédure au ministère public. Donc, ce qui implique des allers-retours constants du dossier. Et ça, en fait, c'est très difficile à retranscrire dans la pratique et finalement, ça ne se fait pas. Et la doctrine est tout à fait consciente de cette impossibilité de réalisation dans la pratique de ces allers-retours. Donc finalement, il y a des réquisitions qui apparaissent nécessaires. Ce sont les réquisitions au début de l'instruction et à la fin de l'instruction, et ainsi qu'avant les actes dont le code impose la participation des deux magistrats. Et le parquet peut prendre connaissance de la procédure aussi à tout moment, et faire des observations, demander des actes, et peut aussi faire appel de certaines ordonnances du juge d'instruction. Potentiellement donc, le parquet a beaucoup de pouvoir, on peut imaginer qu'il y aurait des gros conflits entre eux, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure en présentant Guyot, il n'y a pas d'étanchéité entre les deux, il n'y a pas un concours pour être juge d'instruction, un pour être procureur, on peut avoir été procureur, puis après passer juge d'instruction et inversement. Et alors concrètement, est-ce qu'il y a plutôt une entente cordiale entre les deux, ou au 19e siècle, ou des gros conflits ? Alors je pense que c'est très dépendant des personnalités, tout peut se voir, mais certains juges d'instruction ont fait preuve d'indépendance, les parquets n'ont pas nécessairement voulu assujettir les juges d'instruction. Je pense que leurs relations sont moins antagonistes qu'on pourrait le croire. L'indépendance du juge est elle aussi nuancée. Ce n'est pas un être isolé, on l'avait vu en introduction. Est-ce qu'il est puissant ? Est-ce qu'il est aussi puissant qu'on le croit ? C'est ce que nous verrons après une courte pause musicale. Le juge d'instruction est réputé, redouté pour sa puissance, notamment à l'égard des suspects qu'il peut faire incarcérer, on le sait, on le verra en grand B. Mais d'abord, on va voir quelque chose que l'on sait un peu moins, mais que vous étudiez dans votre thèse, Blandine, c'est le fait que le juge est soumis à des devoirs. Ils sont nombreux, je vais en voir seulement 3. L'un,
En commençant par celui-ci parce qu'il était un peu drôle. Alors le devoir n'est pas drôle, hein. C'est une affaire par rapport à ce devoir qui était drôle, c'est le devoir de loyauté. Un devoir de loyauté dont doit faire preuve le juge au moment de ses investigations par rapport aux preuves. Et c'est un devoir de loyauté qui a été rappelé à l'occasion d'une affaire où le juge avait rusé. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Absolument, oui. C'est une affaire que la Cour de cassation, réunie en Conseil supérieur de la magistrature en 1888, a jugé. Donc, c'est à l'occasion d'une affaire politique, le scandale des décorations qui a coûté la présidence de Jules Grévy. Son gendre, Wilson, est mêlé à une affaire de trafic de Légion d'honneur qui implique un négociant qui s'appelle Legrand. Et celui-ci est entendu par le juge en charge de l'affaire. Legrand nie l'implication de Wilson. Le juge d'instruction décide de téléphoner plus tard à Legrand en se faisant passer pour Wilson. Et cela lui permet de confirmer ses soupçons. Le juge d'instruction rapporte sa méthode au procureur. Le garde des Sceaux est informé et le Conseil supérieur de la magistrature va être saisi de cet acte. Et la Cour de cassation qualifie le procédé de contraire aux règles de loyauté que doivent observer les juges d'instruction. Donc l'idée, finalement, est que la fin ne justifie pas tous les moyens. Et il faut que ces moyens se fassent rapidement puisque le juge a un devoir de célérité. Pouvez-nous nous donner des chiffres à la fois pour aujourd'hui et pour l'époque, qu'on voit combien de temps durait une instruction ? Alors j'ai souvenir des chiffres de 2022 dans lesquels la durée médiane des instructions était de 28 mois. Donc il faut effectivement être attentif au temps de l'instruction pour plusieurs raisons, parce que l'inculpé est en détention, qu'il s'agit de rechercher les preuves, et donc il faut aller relativement vite. Et puis il y a aussi la question de l'application et de la fonction de la peine. Il y a au XIXe siècle un discours sur les lenteurs de l'instruction. Déjà donc Oui, déjà. Mais c'était aussi long ? Et alors, le ministère de la Justice, finalement, tient une comptabilité de la marche des instructions et constate que les instructions se terminent finalement assez rapidement, en tout cas pour une partie d'entre elles, puisque plus de la moitié se termine dans l'espace d'un mois. Ah oui, donc il y a eu une nette augmentation de la durée. Pourquoi ? On a une idée un peu des facteurs qui auraient pu faire passer comme ça de 1 mois à 2 ans ? Alors, pour notre période, en tout cas, du 19e, enfin de l'application du Code d'instruction criminelle, le temps a déjà tendance un peu à s'étirer et la chancellerie, particulièrement après la Grande Guerre, estime que c'est dû notamment aux lenteurs des expertises. Qui sont commandités par le juge d'instruction pour les balles, le sang, etc., les écritures. On vient de parler de la célérité, après avoir parlé de la loyauté. Parlons d'un troisième devoir, le secret d'instruction, parfois violé par le juge lui-même. Pourquoi un juge d'instruction violerait son devoir de secret ? Quel est son intérêt ? Pour le juge d'instruction, le caractère du secret joue aussi. Et pourtant, parfois, effectivement, il donne des informations à la presse et il peut estimer que la levée du secret est de nature à concourir à sa mission. Et par exemple, dans les archives, j'ai vu un cas dans lequel le juge d'instruction mobilise la presse pour l'aider à surmonter une difficulté. Le juge d'instruction avait trouvé des membres d'une victime, des parties du corps. Des parties du corps. Il a des problèmes d'identification et donc fait un signalement dans la presse. La presse publie ce signalement et ainsi on finit par retrouver la victime. Quelqu'un qui s'est dit « c'est mon bras, je ne savais plus où il était ». Le juge d'instruction n'est pas le seul à briser le secret, il y a aussi les journalistes qui le font via d'autres informateurs dont vous parlez un peu dans votre thèse. Qui sont ces sources, ces taupes que les journalistes utilisent ? Alors les informations viennent de partout. On ne sait pas vraiment d'où elles viennent, mais a priori elles viennent de partout. Tout le monde peut donner des informations sur ce qu'il se passe. Et ce qui est intéressant, c'est que la presse va elle-même sur le terrain. Et on l'a vu dans une affaire très célèbre, l'affaire Troppmann par exemple, où la presse suit l'affaire pas à pas et agit, va sur le terrain. Et on le voit aussi dans d'autres affaires, d'autres faits divers, dans lesquels les journalistes vont sur le terrain, font le siège du commissariat, vont chez la personne suspectée.
vraiment font des enquêtes de terrain parallèles à l'instruction. On l'a dit en intro, le juge a donc de nombreux pouvoirs en plus de ces devoirs qu'on vient d'évoquer. Des pouvoirs par rapport à différents personnages. Concentrons-nous sur son pouvoir terrible, celui d'emprisonner pendant l'instruction, avant toute condamnation, les suspects. Alors est-ce qu'on est bien d'accord pour commencer que c'est le juge d'instruction qui décide de ça et qui le décide seul, l'incarcération ? Oui, c'est le juge d'instruction qui le décide. Et effectivement, ce qui est assez marquant en 1808, c'est que, à contrario, le juge d'instruction ne décide pas de la mise en liberté. C'est la Chambre du Conseil jusqu'en 1856 qui décide de cette liberté. Et après, le juge récupérera ce pouvoir de libération en parallèle de son... Exactement. Et donc les projets de la fin du 19e siècle s'inscrivent dans la tendance de limiter les pouvoirs du juge sur la détention. Et comment fait-il concrètement ? C'est un mandat par lequel il va enfermer quelqu'un ? Absolument. Il peut utiliser soit le mandat de dépôt, soit le mandat d'arrêt. Le mandat de dépôt étant moins formaliste, le juge d'instruction va généralement se tourner vers celui-ci. Et ces mandats doivent-ils être justifiés par des conditions de fond ? Est-ce que le juge doit démontrer, par exemple, la dangerosité, je n'en sais rien, du suspect pour justifier son mandat ? Alors, en 1808, il y a quelques conditions. Il faut que ce soit un crime ou un délit puni d'emprisonnement et que l'inculpé doit avoir été appelé par un mandat de comparution ou d'amener à avoir été interrogé. Et la chancellerie veut qu'il y ait un commencement d'instruction pour décider de la détention. Donc, en général, il y a un interrogatoire et après cet interrogatoire, le juge décerne le mandat et donc la personne suspectée va du cabinet à la maison d'arrêt. Et donc il n'y a pas de conditions du type il pourrait faire pression sur des témoins, il pourrait faire disparaître des preuves, il pourrait tuer une autre victime ? C'est pas indiqué ainsi. Donc il y a une assez grande liberté pour le juge d'instruction sur les motifs et sur la durée. Est-ce qu'il y a une limite à la durée de l'emprisonnement ? Alors il n'y en a pas en 1808. En sachant que l'instruction ne dure qu'un mois, donc a priori en moyenne. Pour la plupart des affaires, mais c'est pas vraiment des moyennes. Alors la chancellerie, elle tient un discours qui est relativement modéré sur l'usage que fait le juge d'instruction de ses prérogatives. Mais il y a des inquiétudes de la part de la doctrine et des parlementaires qui tiennent tant à sa fréquence qu'à sa durée. Et donc la chancellerie tient une comptabilité des temps de détention. Et alors par exemple, en 1891, elle indique que sous la Restauration, 59% des détentions préventives durent moins d'un mois. Et depuis 1881, 90% se terminent dans le mois. Et puis après, ça augmente un petit peu. Mais en principe, il n'y a pas de limite initialement. Et cette durée, elle peut être plus ou moins rude dans ces conditions, puisqu'il y a des détenus qui sont mis au secret. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, la mise au secret, c'est le placement par le juge d'instruction du détenu à l'isolement. Donc, c'est le fait d'éloigner le détenu des autres détenus, des codétenus, et également des personnes extérieures. Donc il n'a pas de visite, il n'a pas de copains dans sa cellule. Exactement. Et alors le problème, c'est que cette mise au secret, elle a, semble-t-il, été parfois aggravée par diverses privations de lumière, de nourriture. Et donc c'est la raison pour laquelle, au début du 19e siècle, plusieurs juristes s'insurgent contre les dérives de son application. Parce que normalement, c'est fait pour éviter qu'il entretienne des relations avec ses complices, mais je crois avoir lu dans votre thèse que c'était un peu pensé aussi comme un moyen de pression, une torture, faite pour avouer. Oui, alors les motifs ne sont pas déterminés, les motifs de la mise au secret, mais la chancellerie encore s'intéresse à la durée et aux motifs qui poussent les juges à utiliser cette mesure. Et en fait, il y a une grande variété de situations et cet acte est justifié finalement par les circonstances. Souvent, plusieurs fois en tout cas, c'est le risque de concertation entre les inculpés et parfois avec la famille qui justifie cette mesure.
Et est-ce qu'on sait s'ils avaient un stylo et des feuilles pour écrire un livre, comme certains détenus célèbres d'aujourd'hui l'ont fait Je ne suis pas sûre. Cette mise au secret a disparu. Ou elle est encore en vigueur aujourd'hui Alors déjà, au XIXe siècle, cette mise au secret, elle n'était pas très souvent employée. Sous la monarchie de Juillet, on dit déjà qu'elle est moins employée que sous la Restauration, qu'auparavant. Et le constat est fait ensuite, sous la Troisième République, de sa rareté. Donc la mise au secret, elle s'imposait à tous, indifféremment. Et au XIXe siècle, alors que paraît la loi Constant, qui fait entrer l'avocat dans le cabinet du juge d'instruction, il n'est pas envisagé de maintenir la mise au secret pour l'avocat. Et donc, avec la loi Constant, la mise au secret est limitée. Elle ne s'applique plus à l'avocat. Alors qu'avant, il ne voyait même pas son avocat. Avant cette loi. Bah oui, pendant la mise au secret, il n'avait le droit à des communications avec personne. Et donc, avec la loi Constant, elle ne peut plus s'appliquer à l'avocat. Merci beaucoup Blandine d'avoir répondu à mes questions qui donnent un aperçu de votre thèse dont je rappelle le titre, Le juge d'instruction à l'œuvre 1808-1958. Cette thèse est disponible sur internet pour les enseignants-chercheurs du moins qui peuvent consulter son tapuscrit sur le site thèse.fr. Mais est-ce qu'elle sera publiée un jour ou pas en version papier ? L'avenir nous le dira. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi au laboratoire IDPS de l'Université Sorbonne Paris Nord pour son soutien financier, à Pierre Damel, Laura Marais-Rennes et Isabelle Potier pour leur soutien technique, et merci enfin à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast que vous pouvez bien sûr réécouter, partager et commenter sur les réseaux sociaux. En attendant le prochain épisode des Lois de l'Histoire, le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit.